Hey, 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 bonsoir à tous et bienvenue dans votre émission Cauchemar d'entrepreneur. On est jeudi, il est 19h, ne bougez pas. Aujourd'hui, on reçoit un enfant de la diaspora. On va parler d'entrepreneuriat après un retour au pays. On décide de rentrer, investir chez soi. Quelles sont les implications financières, sociales, morales de ce type de choix? Ne bougez pas. On démarre l'émission tout de suite après avoir remercié nos sponsors. La délégation à l'entrepreneuriat rapide des femmes et des jeunes au Sénégal, c'est la DER. C'est eux que vous voulez contacter pour recevoir des financements, pour savoir également comment faire accompagner votre entreprise durant cette crise Covid-19. Ils ont tout plein de programmes mis en place, la DER, der.sn, sur leur site web ou encore leur page Facebook. N'hésitez pas. Cauchemar d'entrepreneur. Cauchemar d'entrepreneur. Hey, 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 bienvenue dans votre émission Cauchemar d'entrepreneur. Vous le savez, tous les jeudis soirs à 19h, je suis avec un enfant du pays. Et aujourd'hui, on a changé un tout petit peu le format. Je vous le disais en début d'émission. Aujourd'hui, on a avec nous un enfant du pays quand même, mais qui revient de nombreuses années d'études à l'étranger, de nombreuses années de travail à l'étranger, qui revient entreprendre au Sénégal. Quel est son parcours? Quelles sont ses motivations? Quels sont les défis et les difficultés rencontrées en essayant d'implémenter son entreprise au Sénégal? C'est de tout ça dont on va discuter aujourd'hui dans votre émission Cauchemar d'entrepreneur. Et si vous n'avez pas l'occasion d'écouter l'émission jusqu'à la fin, n'oubliez pas de capter le replay en nous suivant sur Facebook. Cauchemar d'entrepreneur, l'émission, c'est ce qu'il faut taper. Gaspard Diallo, bonsoir. Bonsoir Mariama. Bienvenue dans l'émission Cauchemar d'entrepreneur. Alors, ce qui est intéressant avec toi, c'est que tu es un entrepreneur et en plus un fidèle auditeur de cette émission, right? Tout à fait, ouais. Ouh, grand fan. D'ailleurs, je me suis beaucoup inspiré de l'émission pour prendre certaines décisions. On va dire ça comme ça. Ah ben écoute, c'est une excellente nouvelle, ça me fait plaisir d'entendre des choses comme ça. C'est exactement pour ça qu'on fait cette émission, parce que les entrepreneurs, on ne peut pas faire toutes les erreurs soi-même. On est obligé de s'inspirer des erreurs des autres et surtout se motiver via les expériences des autres. Alors Gaspard, toi à la base, tu es programmeur, tu es développeur et tu as travaillé pendant longtemps dans le e-commerce au Canada où tu as étudié et commencé ta carrière professionnelle, c'est bien ça? Tout à fait, ouais, c'est ça, ouais. Alors, un programmeur, développeur qui travaille dans le e-commerce au Canada, c'est plutôt une bonne position en principe, n'est-ce pas? Pourquoi est-ce que tu décides de rentrer au Sénégal? Ouais, donc en fait, ce qui s'est passé, c'est que moi, j'ai toujours voulu créer mon entreprise depuis longtemps, depuis de nombreuses années, mais bon, voilà, je savais pas trop par où passer, j'avais un peu peur aussi de ne pas avoir une sécurité financière. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait beaucoup de freelance avant, et c'est grâce au freelance que je faisais justement que j'ai réussi à avoir facilement un emploi. Donc, ce qui s'est passé, c'est que j'ai travaillé dans une start-up, on va dire ça comme ça, parce que quand j'ai commencé à travailler dans la start-up, on était une vingtaine d'employés. Et fast forward 5 ans plus tard, 4 ans plus tard, on était 100. Donc, quand j'ai démissionné, Oh, wow. on était 100 employés. Donc, j'ai été témoin d'une entreprise qui est passée de 20 à 100 employés en 3 ans et demi, 4 ans. Et on a C'est déménagé énorme. 2 fois. On est passé d'un petit Pourousse là jusqu'à... au final, quand j'ai démissionné, on était dans un bureau au centre-ville sur 2 étages et tout ça. Donc, ça a vraiment grossi vite, quoi. Et voilà, il s'est passé plein de choses. J'ai accumulé beaucoup d'expérience. Et voilà, il y avait j'ai accumulé beaucoup d'expérience, surtout au niveau de comment faire grossir quelque chose, de passer de petit à gros, quoi. Donc, c'est un peu ça mon expérience. Et voilà, Alors, donc, j'ai décidé de rentrer après ça. Mhm. alors, tu étais dans une entreprise qui était vraiment grandissante. On sait que le digital, le secteur du e-commerce notamment, ça fonctionne énormément. Tu aurais pu faire le choix de rester dans ce mouvement-là et puis surtout financièrement, c'est beaucoup plus stable. J'aimerais en fait savoir, c'est quoi ton état d'esprit pour te dire non, mais en fait, moi, je veux rentrer au Sénégal, je veux entreprendre. En fait, mon état d'esprit, c'était l'état d'esprit que j'avais en choisissant ce job-là et pas un autre. Parce que je voulais créer mon entreprise, mais franchement, je savais pas par où passer. Je voulais pas juste
tu vois, créer mon entreprise comme ça. Oui, je suis entrepreneur, mais après, tu sais pas trop quoi faire, tu sais pas trop par où passer et tout ça. Donc, je me suis dit, je vais tenter l'aventure. C'est une petite start-up, on n'est pas nombreux et tout. On est une vingtaine. Attends, je vais voir ce que ça va donner. Peut-être que ça va me donner une expérience. À la base, je voulais créer une entreprise qui fait la même chose que l'entreprise dans laquelle j'ai travaillé à la base. Donc, c'est ce qui Ouais. s'est passé. Et voilà, j'ai été témoin de ça. Mon boss, c'était quelqu'un qui venait tous les jours au travail au début. Il était tout le temps présent. Voilà, il était tout le temps stressé. Il avait tout le temps, tu vois, une barbe, il se rasait jamais et tout. Mais quand je quittais, il était bien, hein. Est-ce que c'est ça la motivation pour devenir entrepreneur? C'est En ça fait, ma motivation. Voilà, exactement. ouais, c'est ça. J'étais témoin du parcours de mon boss en quelque sorte. J'ai beaucoup observé Combien, aussi. combien d'années tu as fait au total à l'étranger, notamment au Canada? 12 ans, j'avais 12 ans. 12 ans à l'étranger. Est-ce que ça a été une décision difficile de te dire, je laisse tomber ma sécurité financière, ma carrière et je rentre au Sénégal après 12 ans? Est-ce que ça a été une décision compliquée? Oui, c'est une décision très compliquée parce que j'étais marié aussi. Donc, je suis marié aussi. Donc, c'était pas facile de laisser tout ça pour venir au Sénégal et reprendre à zéro, quoi. Ouais, Mais bon, je me suis dit, j'ai pas encore d'enfant, c'est le moment. Donc, voilà, quoi. ouais. C'est ce qui s'est passé. Je me dis, j'ai pas envie d'avoir des enfants et puis être confortable, être assis, avoir un bon job, avoir un bon poste et puis dire que je démissionne. Tout ça, c'est un peu bizarre. Je me suis dit, je préfère le faire maintenant que de le faire après, quoi. Puis le temps passe, voilà, quoi. Il faut le faire, quoi, au bout d'un moment. Alors, tu rentres au Sénégal et tu crées GD Consulting, ton entreprise a moins d'un an. Et notamment, ce que tu fais, c'est de la mise à disposition de logiciels de caisse. Si je comprends bien, explique-nous exactement GD Consulting, c'est quoi? En fait, GD Consulting, c'est quoi? C'est une entreprise qui permet aux entreprises, petits commerces, grands commerces, grandes entreprises, petites entreprises, toutes sortes d'entreprises, qui veulent se digitaliser, en fait, qui veut passer du papier au BIC à l'informatique. Que ce soit une petite boutique, que ce soit un commerce, que ce soit un tailleur, que ce soit un commerçant, que ce soit un grossiste, que ce soit une entreprise de comptabilité, que ce soit n'importe quoi. Parce que j'ai remarqué qu'il y avait beaucoup d'informels ici au Sénégal et personne, il y a beaucoup de gens qui ne veulent pas faire le saut. Sous prétexte que quoi? Parce que quand tu les démarches, qu'est-ce qu'ils te disent? Ils te disent, ah, mande mangi sante yalla, j'ai pas besoin de ça, c'est pas la peine, c'est pas ceci. Je dis, mais attends, yangi sante yalla, mais bugo gëna sante yalla touti. Affaire yi Ouais, gëna neex. clairement, Tu vois, donc, c'est pas un peu. clairement. Donc, su fekkee yaa ngi sant yàlla sans ça, mon ami, si tu avais ça, je pense que tu allais, di nga ko gërëm de, tu allais plus sant quoi, tu allais sant fois deux. C'est quoi la plus-value Donc, aujourd'hui de ce type justement d'outils digitaux? en fait, ce type d'outils digitaux, il y a plusieurs outils différents et la plus-value, c'est quoi? Je vais te donner une analogie, ok? Par exemple, si tu compares les escaliers à un ascenseur, par exemple, ou alors ta force brute par rapport à un monte-charge. Donc, en fait, c'est un système de levier qui te permet de réduire ta charge de travail et quand même accomplir les mêmes résultats et les mêmes performances, le même niveau de performance. Donc, Alors, de manière voilà. concrète, explique-nous comment est-ce que, par exemple, un petit commerçant, à quoi ça ressemble clairement et comment ça lui est utile, comment il l'utiliserait, qu'est-ce que ça change dans son journal de caisse. Voilà, vraiment de manière concrète, dis-nous ce que c'est pour qu'on puisse avoir une visibilité du produit. Ok, donc le produit, c'est quoi? C'est que tu as les machines, mais ça ne s'arrête pas juste aux machines. La plupart des autres personnes qui font ça, ce qu'ils font, c'est qu'ils t'installent le truc, ils te vendent les machines, ils le posent et après, ils te laissent te débrouiller. Donc, la plus-value de GD Consulting, c'est quoi? C'est de t'accompagner, de t'aider justement à utiliser ces machines-là, pas juste les vendre et puis se débarrasser de toi. Parce qu'on veut t'aider, on veut t'accompagner. Maintenant, ce qu'il y a, c'est que tu as la possibilité de voir ton chiffre d'affaires de chez toi, tu as la possibilité de gérer tes employés, tu as la possibilité de savoir ce qui se passe en temps réel dans ton entreprise, tu as la possibilité d'avoir un reporting de vente, de savoir c'est quel article qui se vend le mieux, tu as la possibilité d'anticiper sur les ruptures de stock pour ne pas justement louper des ventes, tu as la possibilité de gérer toutes les ventes, les remboursements, les choses que tu offres, des fois aussi ça arrive. Donc, et ça te permet aussi de savoir
ce qui pourrait marcher mieux comme produit, par exemple. Ça te permet de tester des produits, de Hmm. savoir si ça se vend bien, si ça se vend pas. Et il y a plein de choses. Ça te permet de savoir exactement, finalement, ce qui se passe dans ton entreprise, au niveau de ton stock, au niveau de tes employés, au niveau de ta caisse, au niveau de tes entrées, de tes sorties. Alors tout à l'heure, Voilà. tu nous disais que c'est un logiciel, une machine accompagnée d'un logiciel qui est dédié, on va dire, aux commerçants, aux entrepreneurs, etc. Mais aujourd'hui, au Sénégal, on sait que l'une des grosses contraintes, justement, et l'une des raisons pour lesquelles beaucoup d'entrepreneurs sont encore dans l'informel, c'est aussi ce côté analphabétisme, ce côté aussi, on va dire, qui est un peu difficile en fait par rapport à l'utilisation d'outils Internet, etc., etc. Comment est-ce qu'aujourd'hui, un commerçant qui a déjà peut-être du mal à lire en français, à comprendre les outils informatiques, peut se servir de ce type de logiciel qui reste quand même, enfin, en principe, dans la langue de Molière et avec un schéma qui est inhabituel. Comment est-ce que tu l'adaptes aux réalités de notre pays? Ok, tout à fait. Je suis confronté à ce problème, je suis pour être franc avec toi, mais la solution que j'ai proposée, c'est quoi? C'est d'avoir un employé au moins qui sait lire quand même, ça c'est pas compliqué, Mariama. Alors moi, je ne fais pas de jugement de valeur. On ne sait jamais. Certains entrepreneurs, peut-être, n'ont pas besoin d'un employé qui sait lire si les tâches qu'on lui demande de faire ne demandent pas beaucoup de lecture. Tout Les à fait. auditeurs nous diront ce qu'ils en pensent sur la page Facebook. N'hésitez pas à faire des commentaires. Mais est-ce qu'aujourd'hui, le fait que justement ce logiciel nécessite quelqu'un qui sache lire pour le faire fonctionner, c'est pas une barrière au niveau du Sénégal? Non, parce que ça nécessite seulement une seule personne et pas tout le monde. Ça c'est Ouais. un. Deux, je pense que justement, moi l'objectif qu'on a, c'est pas justement de donner à manger aux gens, mais c'est de leur donner plus à manger que ce qu'ils avaient l'habitude de manger. Et c'est ça la Mhm. nuance. Donc, quelqu'un Ouais. qui a l'habitude de santé yàlla, justement, on aimerait qu'il passe à un autre niveau, qu'il ouvre un autre magasin, qu'il ouvre un autre restaurant, qu'il en ouvre plusieurs, qu'il ait un système qui synchronise un peu tout ce qui se passe, qu'il voit plus grand, en fait. Donc, justement, Ouais. l'expérience que j'ai eue dans l'entreprise où j'ai fait mes 4 ans, où on est passé de 20 employés à 100 employés, et je suis désolé, mais ça continue encore à grossir, je suis parti, mais je sais que ça grossit, je les suis un peu encore. C'est cet état d'esprit-là que j'aimerais amener ici, et ne pas se contenter de peu, quoi. De voir grand, et voilà, de voir plus grand, quoi. Et de savoir que Après, oui, les on peut être petit réalités aujourd'hui. ne sont pas les mêmes. Les réalités aujourd'hui d'une start-up qui évolue au Canada dans un écosystème favorable justement aux start-up, qui est pensé pour le futur, qui est pensé pour la jeunesse, qui est pensé pour des personnes qui sont à 80% éduquées, qui connaissent l'outil informatique, c'est forcément différent d'un écosystème comme le nôtre. Alors, juste savoir, toi, quand tu arrives avec cette idée et ton entreprise GD Consulting, qu'est-ce que tu te mets qu'est-ce que tu te mets comme objectif et comment tu implémentes ta stratégie? Par quoi tu commences? Par quoi tu as commencé quand tu as démarré tout ça? Raconte-moi un peu le cheminement. Ok, le cheminement, c'est quoi? C'est que, en fait, comme je t'ai dit, ma mère, elle avait ouvert un restaurant, ok? Il y avait un restaurant ici à Dakar, il y avait beaucoup d'informels, il y avait beaucoup de choses qui se passaient, on savait pas trop, il y avait trop de tickets à compter, c'était vraiment un travail de dur labeur pour savoir ce qui se passait au niveau des comptes et tout ça. Donc, ce qui s'est passé, c'est quoi? C'est que moi, j'étais encore à Montréal et j'avais mon emploi. Donc, ce qui s'est passé, c'est que l'année dernière, j'ai décidé de rentrer en travaillant, en faisant du télétravail. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait du télétravail pendant 6 mois en étant basé à Dakar. Ce que je recommanderais à beaucoup de gens de faire s'ils ont la possibilité de le faire, ça permettrait de savoir un peu comment se lancer sans pour autant prendre trop de risques. Ça permet de prendre un risque calculé, en gros. Donc, ce que j'ai fait, c'est Mhm. que je suis rentré, j'ai gardé mon emploi, pendant 6 mois, j'étais là, je surveillais. Je regardais un peu ce qui se passait. Et voilà, à un moment donné, je me suis dit, mais attends, moi, je suis là à faire des trucs compliqués, à faire des logiciels super compliqués et tout ça. Alors qu'ici au Sénégal, on a besoin de trucs un peu plus terre à terre, quoi. Donc, Mhm. je me suis dit, voilà. Donc, moi, mon rôle, c'est quoi? C'est de faire, justement, de démystifier la technologie, en fait. De ne pas, que les gens ne se disent pas que c'est un truc compliqué, que je peux pas ceci, que je peux pas cela. Et que même si tu ne sais pas lire et écrire, qu'il y a beaucoup d'images, que ça te permet de savoir ce que tu fais sans pour autant savoir lire et écrire. Donc, oui, c'est un peu plus Ouais. difficile, mais c'est pas non plus diable, quoi. Il faut que les gens aussi démystifient un peu la technologie et se disent que ça, c'est pas compliqué, quoi.
Hmm. Donc, Et donc, quand tu es arrivé, par quoi tu as commencé pour la mise en place de ton entreprise et surtout pour tes démarches commerciales pour pouvoir avoir tes premiers clients? Raconte-moi un tout à peu fait. ton expérience. Donc, quand je suis arrivé, justement, j'ai testé la solution. À la base, c'était juste pour aider ma mère. Et moi, j'avais une autre idée, un autre projet un peu plus complexe. C'était de faire des sites e-commerce, justement, pour des gens. OK? Donc, Mhm. quand je suis arrivé, je me suis dit, bon, voilà, moi, c'est ça mon expérience. Mais bon, voilà, je sais que les machines de caisse, là, les gens, ils en ont besoin, quoi. Et ce que j'ai fait, c'est que j'ai installé ça dans le resto de ma mère et le chiffre d'affaires a triplé en un mois. OK. Wow. Pour rectifier, le chiffre d'affaires n'a pas triplé. Mais le réel chiffre d'affaires s'est révélé, en fait, en quelque sorte. D'accord. Grâce à Parce la machine. qu'avant, quand c'était une comptabilité manuelle, on peut dire qu'il y a des choses Voilà. qui pouvaient échapper, en fait, Voilà. à la Exactement. comptabilité. Mais là, en fait, elle était Exactement. beaucoup plus structurée, beaucoup plus stricte hein, via Effectivement. la Donc, machine. voilà. Donc, un de nos slogans, c'est quoi? C'est mettez de la lumière sur votre caisse noire. OK? Donc, Alors, les auditeurs, vous l'avez entendu, le slogan, je pense qu'il dit tout. Mettez de la lumière sur votre caisse noire. Ça veut dire ce que ça veut dire. No comment. voilà. Alors, vas-y, je te laisse continuer. Exactement. Donc, ce qui s'est passé, c'est voilà, on a révélé le réel chiffre d'affaires et ça nous a permis de rentrer plus facilement dans nos fonds, même si c'est toujours un peu difficile, mais avec le coronavirus et tout ça. Mais voilà, donc je me suis dit, wow, ça c'est un créneau et il y a plein de business qui ont besoin de ça ici au Sénégal. Et Mhm. oui, ici, c'est vrai que charité bien ordonnée commence par soi-même. Si je l'ai installé dans le resto de ma mère d'abord, mais j'ai vu que c'était un besoin vraiment. Tout le Sénégal a besoin de ça parce que partout où tu vas, tu vois que les gens n'ont aucune voilà quoi, ils ont aucune, c'est pas tout le monde qui a ça quoi. Donc Et ce logiciel-là, c'est quelque chose que tu as développé. C'est un logiciel qui existait déjà, que tu proposes aux gens. C'est quoi? non, justement, donc ma vision à court terme, c'est un logiciel qui existe déjà, mais nous sommes les partenaires officiels du Sénégal avec un certificat officiel et tout. Donc on Ouais. peut, nous installons ce logiciel-là au Sénégal et on accompagne les gens justement à bien l'utiliser et savoir comment tirer profit de ce logiciel quoi. Et Ok. on installe les machines qui sont compatibles avec le logiciel aussi. Alors, est-ce que en mettant ça en place, tu te dis, allez, je mets un business plan en place, je vais rechercher des financements à l'extérieur, ou même auprès des institutions au Sénégal, etc. Est-ce que tu es passé par toutes ces étapes ou tu t'es dit non, j'y vais tout seul, je fonce direct à l'instinct, à l'intuition de l'entrepreneur? Non, parce que moi, tu sais, justement, moi, j'attends l'aide de personne. Et ça, c'est une de mes plus grandes qualités, mais un de mes plus grands défauts en même temps. Donc, ce que je fais, c'est quoi? C'est que, moi, ma philosophie, c'est quoi? C'est que je me dis, je fonce. Maintenant, celui qui me trouve en chemin, il y a le barna. Sinon, moi, j'ai déjà parti. Donc, non, je n'attends personne, mais j'ai mis en place ce que je pouvais mettre en place avec les moyens que j'avais, un point, un trait. Donc, comme j'ai dit, je suis adepte de quoi? Il faut avoir la politique de ses moyens, tu vois. Donc, et non attendre les moyens de sa politique. Moi, c'est ça que je pense. Est-ce que c'est pas aussi un des problèmes des entrepreneurs au Sénégal, je peux dire, c'est à force justement de faire cette émission et de discuter avec beaucoup d'entrepreneurs qui disent oui, mais on y va tout seul. Tôt ou tard, on a besoin d'un appui et d'un financement pour que l'entreprise puisse grandir. Après, ce financement peut venir de différents endroits. Ils peuvent être extérieurs, comme ils peuvent venir du chiffre d'affaires si on réussit à générer suffisamment. Mais est-ce on doit se dire, ben, les choses me trouveront en chemin, ou il faut aussi regarder un peu dans l'écosystème ce qui est là, qui est disponible finalement pour nous, qui est là pour nous appuyer, pour nous aider, nous les entrepreneurs, et en tirer profit. Je pense par exemple à la DER, à la délégation à l'entrepreneuriat rapide des femmes et des jeunes, à la DPME, à d'autres structures qui sont là pour accompagner les entrepreneurs. Est-ce que c'est pas souvent une erreur que nous faisons nous jeunes entrepreneurs d'y aller tout seul, sans cadre, sans financement, sans accompagnement dans le cadre de nos business? Qu'est-ce que tu en penses? Oui, je suis d'accord. Et justement, je vais parler un peu de ton émission, parce que justement, c'est grâce à ton émission que j'ai un peu changé d'approche, plus ou moins. Parce que quand je regardais pas ton émission, moi j'étais plus du genre, ouais, au Sénégal, il y a rien. Au Sénégal, personne ne peut t'aider, personne ne va te donner de l'argent, c'est que des fausses promesses, etc. Bon, c'est des préjugés, quoi. Mangi djegolo nak, mais
Voilà. Le truc, Mais ce c'est sont des quoi? préjugés, mais c'est bien de les Voilà, déconstruire. Nous sommes là voilà, pour ce sont ça. des préjugés. Et justement, il y a une émission que tu avais faite où tu parlais de l'ADPME, de tous ces trucs-là. Mhm, Et eux, ils parlaient, ils sont venus, ils étaient invités, ils savaient mhm. vraiment de quoi ils parlaient, ils étaient très, très pertinents et tout, et ils pouvaient t'aider et tout. Je me suis dit, wow, il faut que j'enlève ces préjugés-là de ma tête, parce que justement, quand je suis rentré, j'ai enlevé beaucoup, beaucoup, beaucoup de ces préjugés-là de ma tête. Grâce, Mhm. en ce qui concerne l'entrepreneuriat et les possibilités et l'aide que tu pourrais avoir du gouvernement. Parce que le problème, c'est quoi? C'est que le gouvernement est disponible, mais nous, on se met dans la tête que non, ils sont pas là pour nous et tout. Donc, au final, on les ignore. Tout à fait. Donc, non, franchement, grâce à ton émission, je suis beaucoup plus ouvert à ça. On va dire ça comme ça. Alors, parle-moi maintenant de ta démarche commerciale. Comment tu fais au quotidien pour aller prospecter des entreprises éventuelles, des clients potentiels, pour leur proposer un peu ton système, ta machine. Parle-moi, voilà, de ta stratégie, mais aussi des galères que j'imagine tu rencontres au quotidien pour avoir de nouveaux clients. Ouais, donc, ouh là là. Donc, ce qui se passe, c'est quoi? C'est que moi, ce que je fais, c'est que je démarche les gens, je me déplace, je vais les voir, je leur parle un peu du truc, je leur explique, je Mais leur déjà, explique. comment tu les recenses? Est-ce que c'est sur Internet? Est-ce que tu passes devant un magasin, tu te dis, allez, je m'arrête, je vais le voir? Enfin, déjà, à ce niveau-là, comment tu passes devant, tu te Je dis, passe allez, devant. chaud, on y Je va. me dis, allez, chaud, on y va, let's go. On commence à parler et tout. Des fois, bon, des fois ça l'intéresse, des fois ça l'intéresse pas. Je laisse un fascicule, je laisse une carte d'affaires et puis voilà quoi. C'est tout. Mhm. Maintenant, le truc Alors, c'est quoi? qu'est-ce que tu rencontres comme défi le plus souvent Comme, avec tes interlocuteurs? comme défi. Mariama, tu veux que je te dise, on va aller dans le fond du sujet. Le défi que je rencontre, c'est quoi? C'est qu'au Sénégal, c'est un pays, bon, c'est l'habit qui fait le moine, c'est le paraître. Mhm. Et le défi que je Mhm. rencontre, c'est quoi? C'est que oui, je sais que j'ai une solution qui pourrait ferait une énorme différence sur le chiffre d'affaires d'un commerce, mais tu sais, moi, je suis quelqu'un, tu sais, je sais pas si tu vois, j'ai des locks. Je suis, voilà, quoi. Tu peux Donc, faire un bref descriptif pour nos auditeurs. Ils vont voir un peu, t'es oui, grand, t'es noir, oui, je tu as suis des grand, dreadlocks, noir, j'ai mais des c'est pas pour dreadlocks. autant que tu ne présentes pas bien. Est-ce que Voilà, tu tout à trouves fait. que le fait d'avoir, par exemple, cette coupe de cheveux-là, parfois, les gens ont un a priori négatif quand tu viens les démarcher? Moi, je me mets pas ça dans la tête, mais on me l'a dit une fois, on m'a dit, gars, si tu veux que tes business marchent ici au Sénégal, il faut que tu restes ta tête là. Je dis, sérieux? Ouais, ouais, ça peut être Non, mais compliqué parfois. j'ai quand même travaillé dans des entreprises à Montréal, j'ai jamais eu de problème de race à tête ou bien. Mais bon, voilà quoi. Alors, nous sommes dans un pays où clairement le paraître compte, les gens font attention au niveau social à paraître bien, pour être crédible. Après aussi, il y a le facteur jeunesse, c'est-à-dire la jeunesse plus un peu peut-être cet aspect-là peut faire croire aux gens que tu ne sais pas de quoi tu parles ou que tu viens, voilà, juste essayer de les entourlouper comme on dit. Mais par contre, ça peut aussi être un avantage, cette jeunesse-là. Est-ce que tu arrives à faire comprendre aux gens justement que les choses bougent en 2020 et il faut réussir à suivre la tendance? En fait, les personnes un peu plus âgées sont très difficiles à convaincre. Et moi, j'ai ciblé ma clientèle. Moi, je cible les gens qui sont jeunes comme moi et qui démarrent, en fait, et qui cherchent Mhm. à protéger leur investissement. C'est plus ces gens-là que je cherche. Mais je suis pas ouvert aussi aux personnes un peu plus âgées parce que c'est un peu difficile de les convaincre aussi, de passer du papier au stylo à la technologie. Ouais, Et donc, parce que la technologie c'est encore très nouveau pour eux. donc c'est ça. Donc les gens que je cible, c'est plus les jeunes qui ont dans la trentaine, entre 30 et 40 ans, hein, qui viennent de démarrer ou qui ont déjà démarré, qui savent pas trop comment Mhm. faire pour passer à un autre niveau. Parce que la plupart des jeunes, tu sais, les personnes un peu plus âgées, elles sont là, ouais, c'est mon activité de retraite, ah, tu vois. Alors que Ouais, les personnes qui sont un peu plus jeunes, elles sont là, ouais, je suis visionnaire, je vois grand et tout ça. Donc c'est différent, quoi. ouais. Donc, elles sont beaucoup plus ouvertes à des solutions informatiques ou bien des choses, digitaliser leur business, quoi. Quel autre challenge as-tu eu à rencontrer depuis le début de l'installation de ton entreprise? Et puis surtout, on va parler de l'impact du Covid parce que mine de rien, tu as décidé de monter ton entreprise Au mauvais juste avant moment. que la pandémie, voilà, ne se généralise. Alors parle-moi un peu de tout ça et comment est-ce que ça t'a impacté, comment ça a impacté tes activités?
Ok, donc moi, ce qui s'est passé, c'est que moi, j'avais mon boulot et tout. Je me suis dit, voilà, c'est le moment de faire le saut. Je démissionne, j'ai envoyé ma lettre et tout. J'étais chaud. J'arrive à Dakar, j'ai dit, c'est bon, j'ai pris mon billet, je rentre, je veux plus de boulot, je veux plus travailler pour quelqu'un. Bah, bref, le discours habituel, quoi. Après, ce que je fais, c'est quoi? C'est que j'arrive, un mois, 2 mois, ouf, Covid, fermeture de tous les restaurants, fermeture de toutes les entreprises. Je dis, non, les gars, vous êtes sérieux? Ouais. Donc, en fait, c'est ce qui s'est passé, quoi. Donc, le Covid, c'était, moi, j'ai vécu le cauchemar au début, quoi. J'ai même pas attendu un an, 2 ans. Et pouf, moi, je démissionne, je commence, un mois, 2 mois, Covid, tout est fermé. Je Ouais, dis, bon, tout est fermé, donc en fait, même tes futurs clients potentiels n'ont pas besoin à ce moment-là de ton non, service il y parce a qui que va tout le investir, monde ferme ses voilà, business. exactement. Mais Quel bon, a été l'impact financier sur toi? Là, ce que je veux savoir, c'est est-ce que en faisant ce grand saut du salariat à l'entrepreneuriat, est-ce que tu t'es dit, vas-y, j'économise un maximum comme ça en cas de ouïaïoï, comme on dit, en cas de quoi que je peux au moins vivre sur mon épargne pendant 4 mois, 6 mois, un an. Enfin, surtout que tu as une famille. Ou alors, est-ce que tu t'es dit, bon, allez, je prends juste le strict minimum, j'investis dans mon entreprise et j'y vais. À ce moment-là, ça veut dire que forcément, financièrement, ça a été plus compliqué au moment du Covid. Parle-moi un peu des implications financières du choix que tu as fait. bon, tu sais quoi, moi, justement, c'est ça le truc, c'est que moi, j'ai vécu à l'étranger et j'avais tout le temps ce débat-là avec mes amis. Ouais, il faut qu'on rentre, il faut qu'on rentre, il faut qu'on rentre. Ouais, mais pour rentrer, il faut que tu aies beaucoup d'argent, il faut que tu aies ceci. Et moi, j'ai toujours été le gars du genre, vraiment, moi, si je dois attendre d'avoir beaucoup d'argent pour rentrer là, je vais jamais rentrer. Donc, man, je suis venu avec le minimum. Je me suis dit, voilà, ça c'est le minimum pour vivre pendant un an. Et puis voilà, le reste, je vais serrer la ceinture, je vais couper toutes les dépenses, je vais vivre vraiment comme un étudiant, quoi. Et c'est ça que j'ai Ouais, décidé de faire. Et quand je suis rentré, j'étais sur cette lancée, je me suis dit, voilà, c'est comme ça que je vais vivre. Et puis, malheureusement, pouf, il y a eu le Covid. Donc, ce qui s'est passé, c'est que tout s'est arrêté pendant 8 mois, j'ai pas eu de revenus ou quoi que ce soit. ouais, C'était dur, mais ça va quoi. Je me dis, ça a touché tout le monde, donc autant relativiser quoi. Si c'était moi seulement, j'aurais compris. Mais franchement, moi j'aime bien vivre les moments difficiles au début parce que ça me permet de me dire, ah, ouais, est-ce que pire que ça il y aura encore? Donc, si j'ai pu, je sais pas, si j'arrive à traverser ça, je pense que le reste, ça va aller quoi. Donc, ouais, c'est sûr. On se réveille toujours, hein, même quand on fait des cauchemars, on finit toujours par se réveiller. Et puis après, il faut faire avec les moyens du bord, avec ce qu'on a. Ça, c'est, je pense, une réalité de l'entrepreneuriat partout dans le monde, pas uniquement au Sénégal. Alors, la question que j'ai envie de te poser maintenant, elle est plutôt axée sur le futur. Comment est-ce que tu vois l'avenir de ton entreprise au Sénégal? Quelles seraient, on va dire, quelles seraient les choses, les systèmes, les lois, les accompagnements qui pourraient aider le genre d'entrepreneur que tu es aujourd'hui à évoluer plus vite? De quoi vous avez besoin que vous ne voyez pas dans notre société, dans notre écosystème entrepreneurial? la compréhension sociale. Ok? C'est-à-dire valoriser le statut d'entrepreneur et de savoir que c'est pas juste que ouais, j'ai décidé de ne rien foutre, de me mettre là et tout, d'attendre. Mais c'est plus, c'est une ambition qui est réelle, quoi. Donc, si tu ne peux, si par exemple, parce que le problème c'est quoi? C'est par exemple, ce que j'ai remarqué, c'est que tant que tu n'as pas réussi, que tu as des millions, on se dit que tu es pas un entrepreneur. Tu comprends? Alors que l'entrepreneur, justement, c'est celui qui galère là. C'est celui qui veut avoir les millions. Il les a pas encore, mais il veut les avoir. Il a cette ambition-là. Et il est prêt à prendre le risque, il est prêt à passer là, il faut passer pour l'avoir. Donc, Ouais. c'est plus soutien social. Je dirais ça comme ça. Parce que au lieu de te mettre des bâtons dans les roues, plus de t'aider, quoi, au lieu de te mettre des bâtons dans les roues. C'est plus ça, en fait. Est-ce que souvent tu as ce sentiment-là que la société met des bâtons dans les roues? Si oui, comment? Oui, parce que non, c'est pas question de bâton dans les roues, mais genre, tu sais, moi je dis que, tu sais, quand tu prends un risque, le risque, ça veut dire quoi? Ça veut dire, je pourrais avoir raison, je pourrais avoir tort. Mais quoi qu'il Mhm. en soit, moi je serai heureux. Et je sais que j'ai pris le risque. Ok? Et si j'ai tort, je recommencerai encore.
jusqu'à ce que j'ai raison. Parce qu'il faut avoir raison qu'une seule fois. Mais socialement, cette notion de risque-là est perçue comme une erreur, en fait. Ouais. Si tu es en train de prendre un risque, tu es en train de faire une erreur. Mais non, je pourrais faire une erreur, mais je pourrais ne pas en faire aussi. C'est ça, cette notion du risque-là qu'on ne comprend pas, cet aspect vicieux un peu du risque, tu vois. Ouais, tout à fait. Tout à fait, je comprends parfaitement. En fait, c'est juste l'idée de valoriser la prise de risque, de se dire bon, peut-être que ça peut Voilà. marcher, peut-être que non. Mais l'essentiel, c'est au moins d'essayer parce que comme tu viens de le dire, il suffit que ça ne marche qu'une fois pour prouver qu'on avait raison. C'est vrai que nous sommes dans une société qui valorise la sécurité financière pour pouvoir appuyer ses frères et sœurs, ses parents, et puis tout le reste des personnes qui sont autour de nous dans nos communautés. Ce qu'on peut parfaitement comprendre, mais l'esprit entrepreneurial, il va effectivement avec un minimum de prise de risque. Quelle est ta vision, aller sur les 3 années à venir? Qu'est-ce que tu souhaites accomplir avec ton entreprise? On va clôturer avec cette phrase-là. Quels sont tes rêves? Quelles sont tes ambitions? Comment est-ce que tu vois le développement de ton business? Moi, je voudrais que tous les petits commerces, tous, utilisent la solution GD Consulting. Parce que ça ne peut être qu'à leur avantage. Maintenant, je pourrais avoir des problèmes de communication et ne pas communiquer clairement la valeur ajoutée. Ce qui est peut-être un truc qui me manque un peu, que je dois travailler d'ailleurs. Mais moi, c'est ça mon objectif. C'est que tous les petits commerces là, qu'ils utilisent ça. Et qu'ils Ouais. multiplient leurs chiffres, qu'ils révèlent, comme ils disent, qu'ils mettent la lumière sur leurs caisses noires. Moi, c'est ça mon objectif. Parce que les caisses ici sont noires. Alors ça, c'est toi qui le dis. Je pense que j'ouvrirai l'antenne à la dernière de saison pour demander aux gens si leurs caisses sont effectivement noires et je t'inviterai sur le plateau. On aura un débat. Tu verras que On aura un 80% débat des gens vont te dire, elle est très noire. Franchement, moi, je te le dis. Ben, je te remercie, Gaspard Diallo. Je rappelle que tu es jeune entrepreneur. Tu as démarré il y a moins d'1 an avec GD Consulting. On peut te retrouver sur gdconsultingsn.com pour tes solutions qui sont des solutions de gestion de caisse avec du matériel, mais aussi des logiciels, un accompagnement. C'était super intéressant d'avoir voilà l'expérience de quelqu'un qui vient de rentrer il y a 1 an au Sénégal parce qu'il veut entreprendre dans son pays. Tu aurais pu faire le choix de rester dans la diaspora, comme on dit, les Sénégalais de la diaspora. Voilà. Mais tu es de retour avec nous et je te souhaite beaucoup, beaucoup, beaucoup de courage. Je te souhaite bonne chance dans ton entreprise. J'espère te recevoir dans 3-4 ans encore dans l'émission et que tu me dises, Mariama, j'ai fait 100 millions de chiffres d'affaires cette année. Je sais Amen. plus quoi faire. J'ai trop de demandes. Alors, on va tous se tourner vers toi pour augmenter nos bénéfices, Inch'Allah. Voilà, Merci Inch'Allah. encore. Est-ce que tu voudrais dire un dernier mot? Vraiment, merci de m'avoir invité à ton émission. C'était vraiment agréable et voilà, j'espère qu'on se reverra dans 3-4 ans lorsque tu inviteras à l'écho d'un côté et tout ça, tu vois. Toi aussi. Donc voilà, c'est peut-être la même chose. Bah, ce sera avec grand, grand plaisir. Merci beaucoup. Voilà, merci à toi. Cette émission est soutenue par la DER, Délégation générale à l'entrepreneuriat rapide des femmes et des jeunes. Les astuces de l'expert. Aujourd'hui, dans la rubrique des astuces de l'expert, comme chaque semaine, vous le savez, je m'entretiens avec un expert secteur pour discuter modalités de résilience, astuces, outils et vous donner un tout petit peu plus d'outils, encore une fois, pour pouvoir résister à la crise, pour pouvoir rester résilient. Alors aujourd'hui, je suis avec Assia Gay, qui est responsable de la division chaîne de valeur au sein de la DER, délégation à l'entrepreneuriat rapide des femmes et des jeunes. Assia, bonsoir. Bonsoir, Mariama. Alors, Assia, déjà, je suis sûre que mes auditeurs, ils doivent se dire, mais c'est quoi les chaînes de valeur? Alors, parle-nous un peu de ça. Alors, comme son nom l'indique, c'est assez parlant. Donc, une chaîne de valeur, au fait, c'est différentes interconnexions, hein, donc du coup de différents acteurs qui sont dans une même filière, c'est tout simplement
commencer par exemple, si on prend surtout les chaînes de valeur agricoles, c'est de commencer par la production. On peut même aller plus loin, commencer par tout ce qui est intrant, tout ce qui est lié à la production, jusqu'à la transformation, jusqu'à l'accès au marché. Donc, c'est ça, en gros, une chaîne de valeur. Et tous ces acteurs-là, normalement, sont liés à une contractualisation ou à des effets de fournisseurs-clients, à des relations de fournisseurs-clients. Voilà à peu près, de manière très résumée, c'est quoi une chaîne de valeur. Alors, vous avez été jusqu'à créer une division particulièrement axée sur les chaînes de valeur. Pourquoi est-ce que ça a été nécessaire au sein de l'ADER? Alors, nous sommes rendus compte, après notre première année d'existence, nous avions financé de manière très individuelle. Donc, nous avons financé des entrepreneurs individuels, nous avons eu à financer de l'autonomisation. Et nous nous sommes rendus compte sur beaucoup de secteurs, ça devenait un peu risqué parce que quand on a commencé surtout, là où on s'est rendu compte, c'est quand on a commencé surtout à financer la transformation. On a fait face à des questions très importantes, notamment sur la disponibilité de la matière première pour certaines entreprises de transformation de produits agricoles. Et là, on s'est dit, effectivement, parce qu'au fait, il y a des entrepreneurs, donc des PME qu'on avait financé, des PMI, qui nous disaient, nous, on n'a pas assez de moyens aujourd'hui pour garantir aujourd'hui la disponibilité de notre matière première et organiser surtout les acteurs. Parce que comme vous le savez, on a une agriculture très, très artisanale. Donc, eux, ils ont d'autres problématiques. L'industriel doit avoir une disponibilité, n'a pas forcément beaucoup de temps à structurer tout ce qui est en amont. Donc, du coup, c'était assez risqué pour nous. Donc, quand on finance et qu'on ne sait pas, finalement, est-ce que l'entreprise aura sa amende, est-ce que l'entreprise aura l'anacarde qu'il faut pour transformer, c'est un peu risqué. C'est là où on s'est optimiser tout simplement notre financement et pour aussi avoir plus d'impact et être sûr que aussi, c'est que l'entreprise produit, il y a le marché disponible. On a voulu intervenir sur tous les maillons d'une chaîne de valeur. Donc, du coup, c'est regarder comprendre mieux aussi les interconnexions qui peuvent être possibles, comprendre mieux qui sont les acteurs de ces chaînes de valeur-là et aussi leur proposer un financement qui correspond et qui est adéquat. Pourquoi c'est important? Parce qu'aujourd'hui, on s'est rendu compte, par exemple, sur certaines activités, comme par exemple l'anacarde, c'est très cyclique. Et l'activité, par exemple, eux, ils attendent pratiquement, ils produisent que 3 mois, ils vendent 3 mois, ainsi de suite. Donc, ce qui se passe, c'est que normalement, quand on finance, les modalités de remboursement sont calées à leur production. Donc, c'est très important de comprendre comment fonctionnent ces chaînes de valeur pour pouvoir aussi nous apporter un financement, des modèles de financement qui sont vraiment adaptés à leurs besoins. Donc, ce qui est important aussi pour nous, pour les chaînes de valeur, ça prend en compte aussi les petits producteurs qui ont des besoins qui peuvent être inférieurs à 500 000. Donc, du coup, ils ont un financement adapté. Ça prend en compte tout ce qui est aussi support à la production, à la transformation, comme le transport, la logistique, les stockages, ainsi de suite. Donc, du coup, nous avons voulu vraiment prendre en compte tout ce qui concerne les besoins d'une chaîne de valeur. Alors, ça veut dire que c'est un accompagnement à 360 degrés, finalement, un peu comme ce que tu viens d'expliquer, à savoir ne pas financer l'entreprise toute seule, mais l'aider avec ses différents partenaires en amont et en aval. Je pense que c'est un programme qui est absolument génial. J'aimerais savoir à quel point la COVID-19, comme on dit maintenant, a impacté les différentes chaînes de valeur au Sénégal et quels ont été les programmes de résilience mis en place par la DER pour accompagner ces acteurs de secteur? Alors, on peut, c'est assez mitigé. On peut dire deux choses. C'est-à-dire que les chaînes de valeur de manière globale, ce que nous avons constaté, les chaînes de valeur qui sont orientées dans le pays, c'est-à-dire ce que nous avons globalement. Nous travaillons beaucoup sur les chaînes de valeur agricoles et les chaînes de valeur artisanales qui, du début à la fin, pratiquement, sont intégrés dans le pays. Donc, du coup, c'est pas des chaînes de valeur éclatées et orientées vers l'international. Sauf, forcément, pour certains intrants, notamment pour la transformation. Mais de manière globale, ils ont assez bien résisté. Sauf, c'est là où je mets un sauf, parce que ce sont des chaînes de valeur. En général, si on prend dans l'agriculture surtout, la maturité reste. Donc, ce sont des chaînes de valeur. Parce au Sénégal, on a vraiment des chaînes de valeur de transition. Donc, du coup, qui est un stade supérieur aux chaînes de valeur traditionnelles que nous avions. Ça a évolué, mais il reste encore. Notamment, pourquoi je dis reste encore? Parce qu'on s'est rendu compte, l'interconnexion, c'est très bien, parce qu'ils ont été forts, parce que ce sont des acteurs qui sont liés, qui font face
à cette pandémie, mais il manquait par exemple des infrastructures surtout, notamment les infrastructures de stockage. Donc si on prend on va prendre les produits maraîchers, on s'est rendu compte qu'il y a eu, à cause des restrictions, parce qu'il y a eu baisse de productivité liée aux mesures sanitaires. Donc ce qui s'est passé, c'est-à-dire il fallait un temps tampon. Donc il y a eu un moment où il n'y a pas eu de production, pratiquement. Même si la consommation était là, était soutenue, parce que tout le monde se confie dans son pays, les gens consomment ce qui est disponible dans le pays. Mais Tout à fait. on ne pouvait pas produire forcément tout de suite parce qu'on était face à quelque chose dont on ne savait pas les impacts, on ne savait pas. Puis après, il y a eu des mesures sanitaires. Donc, il fallait aussi des infrastructures de stockage, tampons, qui permettaient d'absorber ce que la production faisait. Quand je parle de la production agricole dans les champs, donc il fallait un tampon pour que l'industriel puisse absorber après. Parce que l'industriel a eu un temps où on ne pouvait pas produire, donc du coup, il fallait un temps. Donc, du coup, on s'est rendu compte qu'il y a quand même des limites dans l'organisation de ces chaînes de valeur, notamment la disponibilité des infrastructures de stockage, la disponibilité d'un transport adéquat, notamment, donc des camions frigorifiques qu'il faut pour la chaîne de froid ou juste maintenir ces produits-là à des températures adéquates. Donc, c'est pour cela, d'ailleurs, à la DER, on lance, et c'est un projet qui tient vraiment à cœur au délégué général, c'est tout ce qui est infrastructure de soutien à ces chaînes de valeur-là, que ce soit l'infra, que ce soit l'immatériel, que ce soit les hangars de stockage, que ce soit des plateformes de vente, donc c'est tout ce qui est infrastructure et matériel. Donc voilà en quelque sorte, donc on peut résumer ça en disant que les chaînes de valeur ont mieux résisté parce que tout simplement il y a une interconnexion dans le pays sur ces chaînes de valeur-là, entre les acteurs et les maillons de ces chaînes de valeur-là. Donc, du coup, forcément, ils ont fait face ensemble à la COVID-19. Si je prends un exemple très parlant, c'est notamment sur l'anacarde. L'anacarde, on avait des acteurs forts étrangers, notamment des Indiens qui venaient acheter l'anacarde au niveau de la Casamance, dans le sud. Avec COVID, vu que les frontières étaient fermées, on n'a pas eu ces Indiens-là. Et pour faire face, on a eu vraiment une solidarité nationale. Donc, la DER a pu mobiliser des partenaires qui étaient déjà là dans ce secteur-là. On a pu soulever plus de 11 milliards pour financer des Sénégalais qui ont été capables de vendre l'anacarde au niveau de l'étranger. Mieux encore, ces mêmes exportateurs, ces traders, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont soutenu les collecteurs dans le pays et les producteurs en leur permettant d'accéder à des prêts, en même se portant garant pour eux. Voilà vraiment un exemple très parlant sur comment des acteurs sont organisés eux-mêmes pour faire face, parce que tout simplement, ils ont ces interconnexions d'interdépendance-là pour pouvoir répondre au COVID-19. Tout à fait. Alors, Assia, en tant que justement experte de ce secteur-là, chaîne de valeur, à force de travailler là-dedans, quelles sont les fortes recommandations que tu donnes aux différents acteurs par rapport justement à la résilience à des crises de ce genre-là? Quelles sont les grandes leçons, les grands enseignements et les grandes recommandations que tu tires de ton expertise et de ton observation à travailler dans les chaînes de valeur? Alors, une chose très importante, quand on parle de chaîne de valeur, forcément, l'objectif global, c'est d'ajouter plus de valeur ajoutée. Je répète valeur 2 fois, mais c'est vraiment ça. C'est-à-dire qu'on s'organise de telle manière à ce que le produit final puisse avoir plus de valeur. Et quand ce produit-là a plus de valeur, cette valeur-là doit être partagée à tous les acteurs qui composent cette chaîne. C'est là où c'est important de s'organiser en chaîne de valeur. Après, une particularité de notre pays. Quand on parle de chaîne de valeur, forcément, comme je l'ai dit, on est dans une phase de chaîne de valeur vraiment de transition. Donc, du coup, dans l'agriculture et dans l'artisanat, ce qui est très important, c'est de contractualiser. Donc, c'est très important. Quand on contractualise en général, on fait face mieux aux crises, que ce soit des crises qui sont indépendantes de notre volonté, et ainsi de suite. Et aussi, l'autre chose, c'est qu'on a de tout petits PME, on a vraiment des TPME. Et parfois, en bout de chaîne, on a forcément de grandes sociétés qui ont besoin de ces TPME et de ces PME-là. Et en général, les grandes sociétés sont très puissantes. Donc, pour pouvoir répondre à leurs demandes, parce qu'une société, un industriel ou une industrie a des besoins bien spécifiques, donc il faut être capable de répondre à ces besoins-là. Donc, il faut avoir une compréhension vraiment du besoin de son client.
Parce qu'on fait pas un produit comme ça, on fait un produit parce qu'on a un marché. Donc, que ça soit un marché à l'intérieur de la chaîne ou un marché sur un client final de toute la chaîne de valeur. Donc, c'est vraiment important que les acteurs puissent communiquer et comprendre le besoin de l'autre. Je prends un exemple. Nous, ça nous est arrivé dans le sel, quand on a voulu intervenir dans le sel. Au début, on entendait, si on écoutait juste les acteurs du sel dans le centre, ils nous disaient, nous, on a besoin juste d'un marché, on a du sel, mais le sel ne se vend pas. On est allé plus loin. On est allé poser la question aux acteurs qui achetaient le sel, et pourtant dans le pays. Je donne un exemple comme Amo Industrie, comme Patisen, qui est vraiment un partenaire majeur, qui nous disent, voilà, nous, nos spécifications. Pour qu'on puisse travailler avec ces petits artisans, je dis petits artisans, c'est pas parce qu'ils sont petits, mais avec ces petits producteurs qui sont, quand je dis petits producteurs, c'est par rapport à la quantité produite. Il nous faut Tout à fait. et ça comme exigence. Donc, on a commencé notre travail de structuration d'un chaîne de cette valeur-là, c'est de permettre à ces petits producteurs de pouvoir répondre à la commande de leurs clients. Donc, c'est super important parce que la commande de ce client-là fait sa commande en fonction aussi de son marché, en fonction des législations, en fonction des décrets, parce qu'il a un pourcentage d'iode à respecter. Voilà. Il y a beaucoup d'exigences en termes de normes. Donc, il faut aujourd'hui que les acteurs puissent être capables de répondre, donc bien comprendre le besoin de son client. Puis après, l'autre chose, c'est vraiment l'État. Quand je dis l'État, c'est nous, les partenaires, tous ceux qui interviennent dans ces chaînes de valeur-là. Il faut aussi une concertation globale. Parce qu'on peut prendre une chaîne de valeur, il y a beaucoup d'interventions. Sauf que quand les interventions ne sont pas mutualisées, ne sont pas structurées, finalement, au-delà de cette chaîne-là, on peut même déstructurer. Et aujourd'hui, nous sommes rendus compte, en faisant le tour du pays, on a beaucoup d'infrastructures fantômes qui ne sont plus utilisées parce que tout simplement peut-être apporté par des privés, c'est l'État qui le réalise, ainsi de suite. Donc tout ça, ça mérite quand même une concertation globale et ce que nous essayons de faire dans ce secteur-là. C'est vraiment nous concerter. C'est pour cela aujourd'hui, on ne travaille pas seul dans cette structuration-là, de ces chaînes de valeur-là, parce que nous, c'est vraiment le côté financement. On veut comprendre ces chaînes, comprendre les besoins pour pouvoir optimiser notre financement et avoir plus d'impact. Donc nous concertons beaucoup les autres acteurs aujourd'hui de l'écosystème, que ce soit les ministères de tutelle, que ce soit les organisations, les ONG, que ce soit les PTF aujourd'hui qui nous financent. Notamment, on a un grand programme qui est le programme le PAVI, donc le programme de valorisation des initiatives entrepreneuriales. Donc, du coup, qui a une très grande composante sur les chaînes de valeur. Donc, on a pratiquement sur ce programme-là plus de 43 milliards dédiés aux chaînes de valeur agricole, artisanale. Quand je dis agricole, c'est agriculture avec grand A, que ça passe par l'élevage, la pêche, l'artisanat. Et à côté de cette composante-là, nous avons, comme je vous l'avais dit, qui tient beaucoup au délégué général, c'est la composante support. C'est tout ce qui est infrastructure et les unités de transformation, qui représentent aujourd'hui plus de 12 milliards dans ce programme-là. Donc, au global, nous avons un programme de plus de 54 milliards, pratiquement 60 milliards, sur l'appui aux chaînes de valeur et la structuration de ces chaînes de valeur-là. Alors, j'invite tous les petits entrepreneurs qui, justement, eux, font partie de chaînes de valeur logistique, pré-prod, post-prod, à se rapprocher de la DER, délégation à l'entrepreneuriat rapide des femmes et des jeunes. Vous l'avez entendu via la voix d'Assia Gay. Ils sont là pour supporter tous les maillons de la chaîne et permettre à notre économie locale de se développer sur un marché qui se veut national, mais aussi international. Assia Gay, merci beaucoup d'avoir été dans notre rubrique Les astuces de l'expert et dans l'émission Cauchemar d'entrepreneur. Les astuces de l'expert. Hey, merci à tous d'avoir été à l'écoute de votre émission favorite qui parle d'entrepreneuriat, Cauchemar d'entrepreneur. C'était un plaisir d'être avec vous. Je suis Mariam Matouré, comme tous les jeudis. Je suis avec vous. Il nous reste encore 5 épisodes avant la fin de saison. Restez connectés via nos pages Facebook, Cauchemar d'entrepreneur, l'émission, ou encore SOS Entrepreneur, le groupe. À bientôt. Cauchemar d'entrepreneur. Cauchemar d'entrepreneur.